LR, Caroline Abadie. On va essayer de comprendre ce qu'a voulu faire avec ce discours le chef de l'État. On a l'impression d'un « et en même temps ». Il ouvre la voie d'un référendum sur un autre sujet qui n'est pas dans la liste de l'article 11 de la Constitution. Pourquoi pas l'immigration, réclamée par la droite et l'extrême droite. Et il ouvre la voie à simplifier ce fameux référendum d'initiative partagée, donc décidé par les citoyens, que réclame depuis longtemps la gauche. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce qu'il a fait aujourd'hui ? Il y avait aujourd'hui clairement une date symbolique puisque nous passions les 65 ans de cette Constitution et il a rappelé que c'était une matière vivante qui avait toujours évolué et qui n'a pas évolué depuis longtemps. C'est vrai qu'on a eu peine à faire des réformes constitutionnelles sur le précédent mandat et je pense que le mandat d'avant non plus, il n'y en avait pas eu. Donc je pense que la dernière remonte à 2008 et qu'il faut bien la faire vivre parce que c'est aussi ça qu'on entend, qu'on comprend l'aspiration de nos concitoyens. Il n'a pas dit, si on parle sur ces sujets-là, du premier sujet, le référendum, la réforme du référendum sur son champ d'application. Il n'a pas dit sur quoi, vous personnellement, un référendum sur l'immigration, comme le réclame la droite et Marine Le Pen. Vous y êtes favorable ? Je ne me suis pas encore fait vraiment d'avis sur la question. Moi, je sais qu'on va de toute façon débattre de ce sujet-là avant qu'il y ait une réforme constitutionnelle qui arrive sur le thème de l'immigration. Ce que je peux dire, c'est qu'on a aujourd'hui une majorité relative à l'Assemblée nationale, qu'il y a une majorité à droite au Sénat, et qu'il est assez logique d'écouter aussi cette voix qui est forte, qui vient de la droite sur ces sujets-là. Maintenant, moi, je sais qu'on en aura débattu bien avant que une réforme constitutionnelle arrive. D'accord, vous êtes très prudente, j'ai l'impression. Philippe Gosselin, vous le réclamez, hein, oui. Aux Républicains, ce référendum sur l'immigration. Le président vous tend la main ? C'est comme ça que vous l'avez compris ? Écoutez, je ne sais pas s'il nous tend la main, mais ça fait effectivement quelques années qu'on a des échecs de révision. Il y a eu 2018 en pleine affaire Bardella, il y a eu évidemment aussi en 2019. Donc voilà, il faut peut-être remettre un peu le chantier en route. Alors oui, nous on a une demande effectivement de... Laquelle précisément ? Rappelez-la nous. Consulter les Français sur quoi en matière d'immigration précisément ? L'immigration, savoir si, par exemple, c'est une de nos propositions, on fixe dans la Constitution, et ça serait voté annuellement ensuite, un quota qui permettrait de mieux accueillir, de mieux intégrer et de mieux et davantage contrôler. C'est une vraie question que beaucoup de nos concitoyens se posent. Ça dépasse en réalité largement le positionnement du RN ou d'autres. On le voit bien, 74% de nos compatriotes souhaitent un référendum sur le sujet. Jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas tous chez Le Pen ou ailleurs. Donc il y a des sujets, effectivement, que les Français ont envie d'avoir en main. Après, il faut trouver l'équilibre entre la souveraineté nationale, c'est la voix du Parlement, des représentants, et puis ne pas tomber dans une utilisation qui serait trop simple aux yeux de certains, trop facile pour d'autres du référendum. Il faut trouver cet équilibre. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de référendum et qu'il est temps de redonner la parole au peuple. Il y a beaucoup d'hypothèses et puis juridiquement, c'est compliqué. On va en parler avec Benjamin Morel, mais mettons que ce référendum sur l'immigration soit rendu possible. À ce moment-là, vous votez le texte, le projet de loi ? Écoutez, il faut c'est voir. Un donnant-donnant Il faut voir ce qu'il y a dedans. Alors, vous savez, il y a des étapes pour pouvoir modifier la Constitution. Il faut l'accord des deux chambres, il faut une majorité si on passe devant le Congrès des 3/5. Donc ça on va y revenir. Bouge quand même pas mal de monde. Et juste, puisqu'on évoquait, Caroline Abadie évoquait la réforme de 2008, on avait une grosse majorité à l'époque de Sarkozy. Le Sénat avait une grosse majorité. Et je rappelle que les 3/5, alors que la majorité était écrasante, ne s'est gagné qu'à 2 voix près. On va revoir ça donne un peu les enjeux. Les différents critères pour parvenir à la révision constitutionnelle. Si c'est pour consulter les Français sur l'immigration, chez les Insoumis, c'est non ? Non, mais de toute façon, on peut consulter les Français sur n'importe quoi. Et d'une manière générale, ce que montrent les sondages que vous montriez tout à l'heure, c'est que les Français veulent avoir la parole sur à peu près l'ensemble des sujets et avoir le pouvoir de décider de ce qu'on va faire de notre pays. Nous, vous le savez, on propose de sortir de cette 5e République. Et quelque part, la formule tout à l'heure était assez bonne. À arriver à 65 ans, il est temps que la 5e République prenne sa retraite. En tout cas, c'est ce que nous pensons, nous. Pourquoi ? Parce que... Il faudra peut-être attendre les élections présidentielles. C'est possible, mais manifestement, ça n'est pas du tout l'intention. Ce n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir des situations exceptionnelles dans lesquelles, ma foi, on convoque une assemblée constituante pour que le peuple puisse redéfinir ses institutions et redéfinir quelles sont les règles de vie commune qu'il se donne. Je pense que, par exemple, le 49.3 est un article de la Constitution qui est très contradictoire avec l'histoire de la France. Vous savez que le veto royal dont on débattait, qui est d'ailleurs à l'origine de la gauche et de la droite, le veto royal pouvait porter
voter sur tous les sujets, c'est-à-dire le roi pouvait empêcher une loi d'entrer en application, mais il y avait un sujet sur lequel ça ne pouvait pas être utilisé, c'était le vote du budget. Maintenant, c'est l'inverse. Le 49.3, c'est pire que le veto royal. Alors pour revenir, on peut l'utiliser spécifiquement sur le budget. Élargir, juste sur le sens du discours, hein, élargir un nouveau champ d'application. On pense à l'immigration, pas précisé. C'est pas l'urgence pour vous ? C'est clairement pas l'urgence, non. Il y a d'autres urgences, notamment sur la question du pouvoir d'achat. Mais d'une manière générale, nous sommes favorables au fait que les citoyens aient un pouvoir d'initiative sur le référendum, sur tous les sujets. Et vous savez, moi je suis plutôt amateur de la Constitution de la Première République, qui disait qu'un peuple ne peut assujettir à ses lois les générations futures et qu'un peuple a toujours le droit de revoir, réformer et changer sa Constitution. Moi je trouve que c'est vrai. Les générations passées ne peuvent pas assujettir à leurs lois les générations futures. Et ma génération, en tout cas, nous aspirons à pouvoir changer de constitution, à pouvoir redéfinir les règles du jeu. Ça, c'est le programme présidentiel des Insoumis. On renvoie aux écrits de Jean-Luc Mélenchon. Mais on va parler de l'initiative citoyenne dans un instant. Mais Benjamin Morel, il faut essayer de comprendre. Proposition présidentielle, comment vous la comprenez? Est-ce qu'il y a de la tactique derrière? Est-ce qu'au contraire, c'est intéressant de se dire il manquait à la liste de l'article 11 qui prévoit déjà les sujets, d'autres sujets? Alors déjà, c'est un vieux débat. C'est un débat notamment qui émerge dans les années 80 au moment de la loi Savary. À l'époque, François Mitterrand renvoie un peu la droite dans ses 22 en leur disant « mais vous voulez un référendum sur un service national de l'éducation ?» On y va. Sauf qu'à l'époque, l'article 11 ne le permet pas. Ça va arriver, c'est-à-dire qu'en 1995, on a déjà un élargissement de l'article 11. On va ajouter la politique sociale, économique et environnementale de la nation et les services publics. Mais en revanche, on ne veut pas de référendum sur la peine de mort. Pas de droit pénal. On ne veut pas non plus qu'il puisse y avoir des référendums sur la nationalité. Pas de droit civil. Or, aujourd'hui, quand on pense référendum sur l'immigration, ce n'est pas en soi l'objet d'un référendum qu'on introduirait dans la Constitution en mettant immigration en plus dans la Constitution. En fait, c'est un sujet. Mais derrière, il y a des sujets pénaux, il y a des sujets civils. Et donc, si on veut rédiger cet article, il faut là-dessus être clair. Et ça, Emmanuel Macron n'a pas été très clair. Il a posé 2 lignes rouges, l'intangibilité du droit d'asile et l'égalité des citoyens devant la loi. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ces 2 lignes rouges, un référendum sur l'immigration n'est pas possible? Tout dépend en réalité. Il en a posé une note qui est en fait l'état de droit. Et là, il faut bien voir que si on prend par exemple le projet de LR, si on prend le projet du Rassemblement national, il y a des sujets qui vont être des sujets de droit européen. Et donc là, vous ne revenez pas sur des dispositions qui peuvent être des dispositions de droit européen. Or, aujourd'hui... C'est-à-dire demander aux Français de sortir des traités pour reprendre sa souveraineté migratoire, ressortir, d'y déroger ou de rentrer dans une logique d'opting out à la danoise. Il faut voir qu'on a 29 lois depuis 1980 sur l'immigration. En moyenne, une toutes les 3 ans. Le problème en matière d'immigration n'est pas d'abord la loi. C'est d'abord la hiérarchie des normes, avec la question évidemment du droit européen, qu'on soit pour ou contre, et de l'autre côté, l'application de la loi. Donc si vous ne rentrez pas, je dirais, dans un jeu qui va être un jeu de remise en cause, ou en tout cas de réorientation de ces types de choses, vous risquez de décevoir. Parce que le référendum, c'est un très très bel outil. Ça permet au peuple de s'exprimer. Mais in fine, ça ne rend pas votre loi très différente. La loi votée par référendum, elle est toujours soumise au droit européen. La loi votée par référendum, vous pouvez toujours la présenter au gouvernement d'Alger en disant là, il va falloir des laissez-passer consulaires sur les OQTF. Les traités sont supérieurs aux lois, c'est la Constitution. Exactement. Et de l'autre côté, ça ne les rend pas plus applicables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a des soucis en matière notamment de laissez-passer consulaires, ce n'est pas parce que votre loi va être votée par référendum qu'elle va être plus effective. On va vous entendre, c'est bien trop flou. Alors, c'est flou d'un point de vue juridique, c'est compliqué. Et ensuite, je ne suis pas sûr que la loi, aujourd'hui, soit vraiment le véhicule idoine en matière d'immigration. Bon, écoutez, on va continuer à en parler. On va regarder comment ont réagi les principales formations politiques à cette initiative présidentielle de révision constitutionnelle et au passage, remettre un peu les pendules à l'heure sur la procédure, aller semer l'embauche pour parvenir à cette révision. C'est un sujet de Marion Becker, regardez. Depuis les rencontres de Saint-Denis, toutes les oppositions s'attendaient à l'élargissement du champ référendaire. Mais après les annonces d'Emmanuel Macron, elles restent méfiantes. Simplifier, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il entend par là? À quel niveau? Si on ne bouleverse pas, transforme pas totalement le RIP, on n'aura pas atteint l'objectif. De la même manière, il explique déjà qu'il limite certains cadres. Il explique par exemple que le référendum ne saurait revenir sur une loi adoptée à l'Assemblée. Est-ce que par exemple sur la loi retraite adoptée par le 49.3, ça serait le cas? Bon, vous voyez bien qu'il y a des limitations tout de suite qui sont données. C'est encore une fois une victoire idéologique du Rassemblement national qui réclame
la facilité d'organiser des référendums depuis, je pense, à peu près une trentaine d'années. Bon, il y a qu'un malheur, c'est que Emmanuel Macron, il y a quelques semaines de cela, avait dit qu'il acceptait tous les référendums, sauf sur l'immigration. Donc vous voyez, c'était relativement contradictoire, mais il nous a habitués à cette contradiction permanente. Mais pour acter l'élargissement du champ des référendums et l'assouplissement du référendum d'initiative partagée, le Sénat et l'Assemblée devront se mettre d'accord et adopter à la majorité le projet de révision régi par l'article 89. Après quoi, Emmanuel Macron a deux options. Soit il organise un référendum pour le ratifier, soit il convoque le Congrès à Versailles, qui pour l'adopter doit recueillir 3/5 des parlementaires. Benjamin Morel, c'est quoi? C'est un échec assuré? C'est pas gagné? Alors, c'est en effet pas du tout gagné. Quelques comparaisons historiques. On n'a jamais eu de réforme globale de la Constitution, ça a été évoqué, à moins d'avoir une majorité concordante à l'Assemblée et au Sénat. À l'époque, Nicolas Sarkozy toilette la moitié de la Constitution, mais c'est la première fois qu'il a une majorité absolue à l'Assemblée et au Sénat d'un même parti. Aujourd'hui, vous avez une majorité différente dans les deux chambres, ça ne vous a pas échappé. Et en règle générale, on ne sait dans ces contextes-là assurer de s'accorder que sur quelques points. Or là, il va y en avoir plusieurs. Il va y avoir le référendum, il va également y avoir l'IVG, l'environnement, la décentralisation. Il peut soumettre tout ça, tous les sujets, IVG, RIP, dans une même loi de révision il y aura un texte sur la Nouvelle-Calédonie parce qu'il faut absolument sortir des accords de Nouméa pour des raisons en fait d'échéance de ces accords. Donc ça, c'est de côté. Mais pour le reste, on devrait avoir quand même un texte global, parce que vous voyez bien, par exemple, que les textes IVG environnement, aujourd'hui, sont bloqués. Ne pas les reprendre dans un texte global, c'est en fait soit les abandonner, soit, entre guillemets, eh bien, tout saucissonner. Donc ça apparaît aujourd'hui relativement compliqué. Donc jamais de révision si jamais vous avez une opposition globale, si jamais vous avez une opposition entre les deux chambres. Par ailleurs, vous n'avez pas non plus échappé qu'on avait une majorité relative à l'Assemblée. La dernière configuration en la matière, c'est 62. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement Pompidou tombe, De Gaulle dissout et il utilise l'article 11, c'est-à-dire qu'il bazarde le Parlement pour pouvoir consulter directement les Français. C'est plus possible depuis une décision du Conseil constitutionnel de 2005, la décision Hauchemaille. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron ne peut pas utiliser l'article 11, il a besoin d'une majorité conforme et à ce stade-là, je dirais que toutes les cartes et l'histoire jouent plutôt contre lui. C'est perdu d'avance, c'est un peu ce qu'il nous dit Benjamin Morel. Vous n'avez pas gagné. Vous comprenez un petit peu. Il y a un beau sujet, c'est l'IVG, inscrit dans la Constitution. Là, peut-être qu'il y a les 3/5. Pourquoi il ouvre tous ces champs? Ces fameux rencontres de Saint-Denis, où il avait promis d'ouvrir la voie référendaire aux partis d'opposition, à la droite. Le prochain rendez-vous, c'est le 30 octobre. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Je ne comprends pas trop. Ben, là, on veut montrer qu'on n'est pas sur un temps mort. L'IVG, ça n'a pas encore 1 an et on n'en parle presque plus. Donc il faut relancer les sujets. Ils nous redemandent de nous remettre au travail. Si nous ne le demandent pas, aujourd'hui, effectivement, ça reste enterré dans une navette et personne ne s'en saisit. L'environnement qu'on voulait inscrire dans la Constitution en suivant cette Convention citoyenne pour le climat, là pareil, on n'en reparle plus depuis 21, il faut qu'on en reparle. Donc, mais pourquoi c'est nous remettre pas, par exemple? Il y a quand même une multiplication des sujets, effectivement, IVG, environnement. Il y a quelques jours, il ne faut pas l'oublier, la Corse aussi. Et à force de mettre une multitude de sujets, vous multipliez les sujets de mécontentement et de division. On peut être d'accord sur l'IVG et pas être d'accord sur l'IVG. On peut être la Corse mais pas l'environnement ou je ne sais pas quoi. Enfin, vous voyez, il y a plein de formules en réalité. Pourquoi lancer des sujets s'ils n'ont aucune chance d'aboutir? Écoutez, moi je pense que le président de la République fait de la com, occupe l'espace. Aujourd'hui, c'est les 65 ans de la 4e, de la 5e. Non mais la plus intéressante. Alors Olivier Vivorca celle va des partis, réagir. 25 gouvernements en 12 ans. Donc, ça vous manque, la République des partis? Ah non, mais aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de complications. Vous savez, avec 10 groupes à l'Assemblée nationale, la démocratie vit, mais parfois, c'est compliqué de la faire vivre. Donc, non, plus sérieusement, je crois qu'il y a quand même un peu de com de la part du président de la République. Je rappelle qu'il y a eu un fiasco en 2018 au moment des auditions de l'affaire Benalla, alors qu'on était en pleine révision. Échec, on met de côté, on met au frais et on n'a jamais pu ressortir le produit. Là, j'ai l'impression qu'en faisant une étale hyper garnie, finalement, on s'assure de ne pas avoir à trancher. Parce que je pense qu'en réalité, la crainte aujourd'hui du président de la République en allant devant les électrices et les électeurs par la voie du référendum, c'est qu'ils ne répondent pas
à la question de la modification de la Constitution, mais qu'éventuellement ils en profitent pour sanctionner le gouvernement et le président de la République. Le danger de l'outil. Donc, Antoine Léaumont. C'est le risque majeur aujourd'hui. Il y a quand même un sujet qui pourrait réunir les parlementaires, c'est ce fameux référendum d'initiative partagée. Toutes les oppositions l'ont dit, il a été conçu pour ne jamais être déclenché. Si là on assouplissait les critères pour que le citoyen participe à la décision, vous votez? Nous, on est pour. On a même déposé une proposition de loi sur le sujet pour abaisser le seuil à 1 million. Donc nous, là, actuellement, c'est 4,8 millions de personnes. Nous, on proposait 1 million de personnes. Parce qu'on estime que, justement, une démocratie puissante et efficace, c'est une démocratie dans laquelle la souveraineté du peuple est au centre de la vie démocratique. Quand on limite la souveraineté du peuple, quand on donne l'impression qu'on a peur des décisions populaires, c'est qu'il y a un problème. C'est que les gouvernants ne sont plus vraiment les représentants du peuple et qu'ils sont les représentants d'autre chose. De quoi ? Nous, on va vous dire que c'est les représentants d'intérêts économiques qui ne sont pas vraiment les mêmes intérêts économiques que ceux du peuple. Donc, nous, on plaide pour une souveraineté populaire maximum, avec à la fois ce référendum d'initiative partagée avec un seuil abaissé, mais aussi un référendum d'initiative citoyenne, où là, c'est les citoyens carrément qui peuvent décider de proposer une loi, d'abroger une loi, ou même de changer leur constitution s'ils le souhaitent. D'une manière générale, nous, les Insoumis, nous sommes des gens qui n'avons pas peur d'aller vers les urnes, quel que soit le sujet et quel que soit le type d'élection. Parce qu'on estime que les moments de décision populaire, c'est des moments justement de respiration démocratique. Et on a bien vu d'ailleurs comment la présidentielle de 2022, alors qu'il y avait des mouvements sociaux assez forts, elle a servi un petit peu à ça. Donc vous seriez prêt, là c'est sérieux, d'aller à Versailles, si c'était uniquement là-dessus, et de dire oui. Alors, je vais vous dire, mais moi je pense pas que comme toujours, le diable est dans le détail. Moi je pense pas que ça soit possible. Je pense pas que ça soit possible parce que je pense qu'on pourrait bouger le niveau, effectivement, des 4 millions et 800 000. 800 000, c'est 10% en réalité des inscrits sur les listes électorales. C'est énorme, c'est inaccessible. Sachant qu'il faut signer sur un... Est-ce que c'est 1 million, 1,5 million? Bon, on pourrait peut-être se mettre d'accord là-dessus, mais ça ne suffit pas. Est-ce que, par exemple, on accepte que par le voie de ce référendum partagé, d'initiative partagée, on modifie une loi dont l'encre serait à peine sèche? Voilà, par exemple, c'est là que le regard de l'historien m'intéresse. Une réforme, quelle qu'elle soit, et je ne parle pas de celle des retraites en particulier, si, on peut parler de je me doute bien que vous alliez parler de celle-ci, mais on vient de voter une loi. La représentation nationale, c'est-à-dire la souveraineté nationale, s'est exprimée d'une façon ou d'une autre, en tout cas conformément à la Constitution, et le Conseil constitutionnel l'a jugé conforme, et on ne peut pas se permettre 6 mois après d'avoir un référendum qui défasse la loi. J'aimerais bien vous faire intervenir. À ce stade du débat, le regard d'Olivier Viviorca, toute l'histoire politique de notre pays, elle est faite comme ça de concurrence entre la démocratie directe, la démocratie parlementaire, représentative versus populaire. Est-ce qu'on est à un moment comme ça où il faut quand même peut-être accéder à davantage de place aux citoyens? Peut-être. Bon, je me mêle très peu de ce type de débat, mais ce que je voulais dire, c'est que je suis toujours un petit peu affolé lorsque je vois des discussions sur les textes constitutionnels, qui est quand même aussi une manie française, alors que des constitutions extrêmement vagues, je pense aux lois constitutionnelles de 1875, ont relativement bien fonctionné. Et donc l'idée qu'avec des révisions constitutionnelles, on va tout changer, qu'on va enfin résoudre les problèmes qui se posent au pays, c'est quelque chose qui me laisse éminemment sceptique. On ne peut pas changer la vie des gens avec la Constitution? Mais en réalité, ce qui est intéressant dans ce discours, c'est peut-être ce qu'il n'y a pas. Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas dans la Constitution qui changent le régime. Typiquement, le mode de scrutin. On est l'un des seuls pays en Europe, avec la Grande-Bretagne, qui avait un mode de scrutin majoritaire. On est pour, on est contre, mais il y a un vrai débat là-dessus. C'était dans les promesses du premier mandat, la proportionnelle. Et c'est quelque chose sur lequel insistent certains partenaires de la majorité, notamment le MoDem. Nada. Or, en réalité, ça passe par une loi ordinaire. Le record pour voter une loi ordinaire, là, vous pouvez donner le dernier mot à l'Assemblée, le record pour voter une loi ordinaire sous la 5e République, c'est 3 jours. Donc, on pourrait bouger ça. On a beaucoup débattu du cumul des mandats, à l'opposé. Mais là non plus, ça y est pas. Et donc, au bout du compte, on a des propositions qui vont avoir beaucoup de mal à passer, mais des trucs qui pourraient être faits de manière relativement simple, eh bien, on ne le propose pas. Ce qui a été évoqué sur le référendum d'initiative partagée. Il faut voir que d'Éric Veto,
c'est la modalité la plus répandue dans le monde. En Suisse, en Italie, vous avez besoin de 500 000 signatures et vous faites un RIC veto sur une proposition de loi. Ça va faire plaisir à Antoine Léaumont. D'ailleurs, la première version du RIC, entre guillemets, sous les fonctions montagnardes des Girondines. Ça vient supprimer une loi votée par les représentants et c'est ce qu'il y a de plus simple, préalablement. parce qu'en réalité, vous évitez de rédiger quelque chose ex nihilo par les citoyens. Là, vous faites, et puis vous avez en plus une capacité de mobilisation parce que vous vous opposez à une loi. Donc, le fait que ça... Mais ça met pas à mal la démocratie représentative? Non, parce que ça existe un peu partout. Le fait qu'il ferme la porte à ça montre que là-dessus, s'il y a réforme, il y aura réformette. C'est ça. Et donc, ce faisant, on n'ira pas très loin. Précisément, c'est l'inverse. Parce que si on prend le cas de la réforme des retraites, bon, on ne va pas se voiler la face, la quasi-intégralité du peuple français était opposée à cette réforme des retraites. On était quand même sur 90% des actifs qui étaient contre cette réforme des retraites. Le seul moyen de la faire passer a été d'utiliser justement les outils que nous, on qualifie d'autoritaire de la Ve République avec ce 49.3, pour le faire passer en force au Parlement, parce qu'y compris même au Parlement, alors qu'il y a plutôt une majorité de droite, on va dire libérale, qui était favorable au fait de faire passer cette retraite à 64, voire à 65 ans pour certains, et ben même là, c'était un peu chaud pour essayer de la faire passer. Donc, utilisation du 49.3 pour, en quelque sorte, faire taire tout le monde. Mais le peuple français, lui, dans cette histoire-là, il n'a pas eu son mot à dire, il n'était pas d'accord. Et justement, le système majoritaire à 2 tours fait que quand on vote au 2e tour, on élimine le candidat dont on ne veut pas. On ne choisit pas le candidat qu'on veut, on élimine le candidat dont on ne veut pas. Donc, dans l'élection... Plus de proportionnel aussi, vous y êtes favorable? Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, les forces politiques sont déjà dans l'Assemblée. Uninominal et celui de la proportionnelle aujourd'hui. Voilà. Elles sont... non, pas du tout. Les 3 blocs représentent à peu près proportionnellement les électeurs. Il y a quand même une différence. Parce qu'entre la présidentielle et l'élection législative, on a perdu 20 points de participation, 25 même points de participation. Et qui ne participent pas aux élections législatives? Les classes populaires, qui sont justement celles et ceux qui vont être les plus impactés par la réforme des retraites et qui se sentent le moins représentés par les personnes qui sont dans l'Assemblée nationale. Donc, conclusion, simplement pour finir sur ça, si on avait un référendum d'initiative partagé ou citoyen sur cette question de la réforme des retraites, on sait pertinemment quel serait le résultat. Donc, question, est-ce que l'article 3 de la Constitution est respecté, puisqu'il dit que la souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Ni les représentants n'ont pu voter, ni le peuple n'a pu voter. Alors, fait du en même temps président. Philippe Gosselin, est-ce que vous serez l'avocat de la démocratie représentative sur ce sujet du, je le suis aussi, du RIP? Moi, je défends effectivement, pour une part, la démocratie représentative. Maintenant, vouloir opposer le peuple qui, de toute façon, élit ses représentants au peuple qui exerce sa souveraineté par la voie référendaire, ça n'a pas vraiment de sens. Je crois qu'on a besoin des deux. Moi, j'ai aucune difficulté à ce que le peuple puisse s'exprimer. Vous savez, le général de Gaulle... À 1 million, si le seuil est à 1 million pour le RIP, la réforme des retraites est abrogée. 4,8 millions, honnêtement, c'est beaucoup trop. Quel est le seuil pour vous? Je ne sais pas, est-ce que c'est 1,5 million, 2 millions, 1 million Nous, on est à 1 million. Je ne sais pas. 650 000 Si on prend d'autres comparaisons, 1 million pourrait être le chiffre qui pourrait être celui-là. 1 million, il faut déjà mobiliser, effectivement. Alors après, si on a une loi veto, donc un référendum veto, c'est effectivement une formule beaucoup plus simple. On est pour, on est contre. Et là, ça pourrait, sur ce sujet-là, mobiliser. Mais à ce moment-là, il faut que les règles du jeu soient claires. Et c'est que dès le départ, dès l'introduction d'un sujet, on choisisse l'une ou l'autre voie. Oui. Parce que je et que les Français répondent à la question qui leur est posée. On va opposer la légitimité des parlementaires et des élus à celle du peuple. Et on peut pas, et on ne doit pas, pour des raisons de stabilité politique, du vivre ensemble, on ne doit pas opposer en permanence les uns et les autres. Il y a déjà Caroline Abadie, je vous donnerai le mot de la fin. Et ça sera invivable et c'est la révolte. Caroline Abadie, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de référendum. Même moi, j'ai essayé de me rappeler la dernière fois que j'avais voté pour un référendum. Il aurait pu en proposer un, c'est pas ce qu'il fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait 18 ans qu'on n'a pas voté sur un référendum et d'un coup, on a l'impression que ça va tout sauver, résoudre tous nos problèmes. Moi, je veux bien, et je pense que c'est ce qu'on a fait aussi avec la Convention citoyenne pour le climat ou sur la fin de vie, consulter en ayant ce travail aussi fourni qu'avaient donné ces citoyens qui étaient engagés. Apporte sa contribution, participe, mais ne décide pas. Là, c'est la troisième. Sur les référendums des années 70 à 90, il y a aussi énormément d'abstention. Donc, il ne faut pas imaginer, et le dernier à Paris sur les trottinettes le montre bien, on voit bien que l'abstention massive nous empêchera aussi peut-être d'avoir une vraie consultation. Benjamin Morel, le mot de la fin. Il y a un rendez-vous de Saint-Denis, comme dit l'Élysée, le format Saint-Denis, avec l'ensemble des chefs de parti qui se réunissent avec
avec le chef de l'État. On va voir si ça dure toute la nuit comme la première fois. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? On imagine que c'est de ça dont ils vont discuter, ce référendum. Oui, c'est de ça dont ils vont se discuter. Je pense que la France Insoumise sera d'accord pour un référendum sur l'immigration et que LR, le RN seront d'accord pour l'ouverture du référendum d'initiative citoyenne en toute matière et avec un seuil de 500 000. Soyons sérieux. Oui. C'est-à-dire que là, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on va créer des frustrations. Ah oui. Aujourd'hui, vous avez des Français qui attendent un référendum sur la Constitution, un référendum sur l'immigration, etc. Dire on va faire des référendums alors que, Emmanuel Macron l'a évoqué, le dernier référendum national a été foulé aux pieds en 2008, mais également des référendums locaux. Pas de collectivité unique en Corse, il y en a eu finalement une. Pas de collectivité unique en Alsace, il y en aura finalement une. Notre-Dame-des-Landes, ça ne devait pas se faire, ça se fait, etc. Donc vous voyez que derrière, il y a beaucoup de frustration aujourd'hui, le sentiment que la démocratie est écrasée. Si jamais on fait miroiter des référendums et qu'on ne va pas au bout pour des raisons politiciennes, c'est très dangereux. Merci beaucoup. On va s'arrêter sur cet avertissement. Merci à vous d'avoir participé à ce débat.